Alors, ma vision, c'est d'être heureux. Elle est très très simple. J'ai toujours eu envie de ne pas me mentir à moi-même sur ce qui me rendait heureux, quel était mon équilibre. Et tout ce que j'ai créé va dans ce sens-là. Salut Tonjay. Salut. Tu vas bien? Très bien. Cool. Je suis hyper content de t'accueillir. On te connaît ici chez The Family parce que tu as créé AfroStream, qui était une sorte de Netflix mais pour les contenus afro et afro-américains, entre autres. Tu as travaillé dans le divertissement pendant très longtemps. Aujourd'hui, tu es encore un peu dans le divertissement avec des investissements que tu fais dans des films, mais aussi dans des startups. Enfin, tu fais plein de choses. Tu as l'air d'avoir plein de petites facettes. On va essayer de creuser un peu ces facettes dans cette interview. Qu'est-ce qui fait que le divertissement, ça t'a attiré autant dans ta vie? Le divertissement m'a attiré très tôt parce que c'était une forme de création qui permettait juste de m'inspirer, d'avoir des modèles de réussite. Je regardais des films, je me rappelle quand j'étais ado, et dans ces films-là, il y avait des gens qui me ressemblaient. Alors comme vous le voyez, je suis noir, j'ai grandi en France dans les années 80, et des rôle modèles, comme on les appelle, il y en avait peu. Et très tôt, je me suis dit que, au-delà de mon père et quelques oncles qui avaient plutôt bien réussi dans leur vie, mon père était médecin, il est à la retraite aujourd'hui. C'est en regardant ces modèles que j'ai pu construire mon identité et avoir une conscience de qui j'étais, une sorte de sens de fierté. Et autour de moi, il y avait plein d'autres jeunes qui étaient pas forcément français d'origine, ils avaient toutes sortes d'origines, mais eux n'avaient pas à la maison de modèle de réussite, et ils ne trouvaient pas non plus de modèle de réussite dans ce qu'ils voyaient à la télé. Et la façon dont ils se construisaient, la confiance qu'ils avaient en eux, était beaucoup moins forte que ce que moi je portais en moi. Et je pense que c'est vers l'âge de 13-14 ans que je me suis dit que j'aimerais leur raconter des histoires, j'aimerais construire des histoires pour ces gens-là, pour les inspirer, aussi pour montrer au reste de la population des modèles de réussite différents pour que justement ils acceptent un peu plus les gens qui me ressemblent, en tout cas qui ressemblaient à mes amis. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le côté divertissement, c'est plus le côté storytelling qui m'a fasciné, et le meilleur moyen de finalement atteindre, tu vois, presque 60 millions de Français à l'époque, c'est la télé, c'est le cinéma, plus même que la musique, parce que la musique, quelquefois, peut être très caricaturale, mais il y a quelque chose avec la vision, voir quelque chose, on croit ce qu'on voit. Et j'ai une anecdote que je partage souvent, c'est de dire que quand j'étais, je crois que c'était à l'école primaire, j'expliquais à mes amis de classe, mes camarades de classe, que mon père était médecin. Et pour eux, ils disaient, bah, donc si ton père est médecin, ça veut dire que tu es américain. Je dis, bah non, je suis pas américain, je suis africain, d'origine camerounaise. Mais ils me disaient, bah non, t'es américain. Parce qu'à l'époque, le seul médecin noir qu'ils voyaient était à la télé, c'était dans le Cosby Show, et c'était une famille nord-américaine. Et donc, l'idée même d'avoir un médecin noir et qui n'est pas américain, c'est inconcevable pour eux. Donc ils croyaient que ce qu'ils voyaient et que les références qu'ils avaient. C'est fou. Il y avait ce stand-upper là, je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait un sketch pour parler de ses filles justement et qui regardait, alors je suis très peu sourcé, qui regardait, c'est une série où c'est des femmes médecins noirs. Okay. Et où la première fois où sa fille est allée chez le médecin, qui était un homme blanc vieux, elle a dit non mais moi je veux pas lui parce qu'il est pas médecin, c'est sûr, tu vois. Et c'est vrai que tu as une représentation hyper forte en fait par ça, même par la fiction. Tout à fait. Et cette histoire de storytelling, comment tu fais pour mettre ça au service de création de rôle modèle? Je prends un exemple. La série 24 heures chrono a montré un président noir, je crois qu'il s'appelait Palmer, quelques années avant qu'on ait Obama. Ça a profondément eu un impact sur la façon dont les Américains ont pu concevoir qu'ils pourraient avoir un président noir. Obama a été président pendant 8 ans.
pendant son mandat, il y a eu des naissances. Et ces gens qui sont nés sous Obama et qui ont grandi 8 années sous Obama, pour eux, un président américain est noir. Le fait que Trump soit un président blanc, pour eux, c'est le premier président blanc qu'ils voient. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est utiliser le storytelling pour changer les mentalités. Quand je lance un produit, c'est très important pour moi de construire un storytelling fort autour de la marque. Quand je source un projet dans lequel je vais investir, que ce soit une start-up ou un projet dans le divertissement, la part de storytelling et d'impact presque sociétal est importante. Et je crois que c'est ce qui fait chez moi la différence parmi les différents investisseurs ou d'autres partenaires ici à The Family. Il y a un truc qui m'intéresse énormément qui est ton approche esthétique des choses. Tu as un sens visuel qui est très fort. C'est un truc qu'on retrouve chez tes frères aussi, qui ont lancé Dear Muesli et la marque elle est canonissime. Ça vient d'où ça? Alors, pour ma part, mon rêve était de devenir réalisateur et producteur de films. Okay. Pas du tout de devenir entrepreneur, parce qu'à l'époque, encore une fois, quand j'ai senti cette vocation, j'avais 13-14 ans, donc c'était en 93 ou 94. La notion d'entrepreneuriat était pas encore très ancrée en moi, mais je voulais être un doer. Et pour ce faire, j'ai bien compris que je ne devais pas dépendre de tout un tas de personnes. Et donc, j'ai voulu développer moi-même mon regard. J'ai commencé très tôt à faire de la photographie en amateur. Juste sur un coup de tête? Genre tu t'es dit, allez, non, c'est mais parti. En fait, je me suis dit, mais ok, je veux raconter des histoires, mais le média que j'ai utilisé était un média visuel. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à faire de la photo. Je vais apprendre à affiner ce regard-là. Et alors, à l'époque, c'était la photo, tu vois, pellicule. Tu vas développer tes photos, t'attends, tu vois que le résultat est pourri. Mais ça m'a permis de développer un sens aigu de l'esthétique, développer mon point de vue. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus facile avec les appareils numériques, mais c'était important pour moi tout d'un coup de ne pas le regarder comme ça en panoramique, mais de me dire voilà quel est mon parti pris. Et c'est quelque chose que j'ai affiné au point de commencer à shooter des pochettes d'albums pour des artistes indépendants, à faire quelques photos de mode en tant que photographe, à faire en sorte d'aller à un moment donné dans un lycée qui avait une option cinéma et un labo photo. Donc ça a vraiment orienté mon parcours parce que je voulais vraiment me perfectionner dans ce domaine-là. Et je me suis entouré naturellement de gens très créatifs. Et jusqu'à aujourd'hui, je regarde énormément de choses. Je lis énormément de blogs internationaux. Je continue à aller voir des expositions. Je suis quelqu'un qui est finalement qui adore le design, qui adore la photo, qui comme ça puise des inspirations un peu partout. Et je pense que ça se ressent dans ce que je fais, dans la déco qu'il y a chez moi, dans tout ça. C'est intéressant parce qu'il y a une opposition entre le but que tu essayes de servir à travers le divertissement, cette mission de créer des rôles modèles pour les gens et des histoires qui résonnent, et la technique pure, genre ce côté esthétique, l'apprentissage. AfroStream, ça mêlait les deux? AfroStream, ça mêlait les deux. Alors, AfroStream, c'est une étape de mon parcours. Il y en avait plein d'autres avant qui m'ont amené à ce stade-là. Et l'objectif d'AfroStream était de diffuser ces histoires, des histoires qui existaient déjà, et pour plus tard, produire les nôtres et utiliser cette esthétique que j'avais et aussi soutenir d'autres voix pour qu'elles s'expriment. C'était très intéressant avec AfroStream parce que le challenge était
de lancer cette plateforme d'abord en France, sans stigmatiser la population qui naturellement aurait pu être attirée par ce contenu. Donc, je me traduis moi-même, c'est comment arriver avec du contenu qui montre principalement des acteurs noirs dans un pays qui est principalement blanc, dans un premier temps touchant la minorité noire qui naturellement peut s'intéresser au contenu, sans exclure le reste de la population qui pourrait être intéressée par le contenu. C'était vraiment un challenge assez compliqué, surtout que en France, les gens ont une peur farouche du communautarisme, alors que moi, je voulais pas forcément enfermer les gens dans une communauté, mais je voulais permettre à une communauté d'avoir du contenu qui lui ressemble et permettre à cette communauté-là de le partager avec d'autres. Et aussi permettre à ceux qui ne connaissent rien de ces cultures afro de les découvrir sur une plateforme qui finalement leur servait sur un plateau d'argent. C'est vrai que le mot communauté, c'est devenu un gros mot dans l'espace public quasiment, quoi. Bah, c'est devenu un gros mot selon le contexte. Ouais. Une communauté de femmes entrepreneurs, c'est plutôt positif. Ouais. Une Ça dépend communauté pour qui. Il y a des gens qui vont pas être d'accord du tout, tu vois. Bah, en tout cas, Enfin, ici, c'est vrai que c'est cool, tu vois, mais... Bah, en fait, mon point de vue sur ça, sur les communautés et comment les gens les perçoivent, je me place toujours du point de vue de la personne qui a besoin de cette communauté. Pourquoi elle a besoin de cette communauté? C'est parce qu'elle a besoin d'un support, de soutien autour d'elle et de pouvoir échanger librement de ses problèmes, de ses challenges, sans être jugé. Et c'est quelquefois difficile de le faire en dehors d'un cercle de confiance. Et cercle de confiance peut se traduire en communauté. Et souvent, les gens qui ne sont pas dans ce cercle de confiance, parce que souvent ils sont dans une position dominante, ne supportent pas que des personnes qui sont dans une, tu vois, en minorité ou se sentent plutôt discriminées, se réunissent pour discuter de leurs problèmes et se soutenir. Ça, c'est une vraie leçon de si tu veux bâtir une communauté, c'est ça que tu cherches à faire, quoi. C'est ce que tu cherches à faire. Mais quand les personnes qui sont en majorité et en force sont ceux qui définissent ce qui doit être une communauté ou pas, j'ai toujours du mal à l'entendre parce que en fait, vous pouvez pas comprendre. Vous formez une communauté qui est énorme. Voilà. Donc pour revenir sur AfroStream, c'était vraiment un challenge. Et pour répondre totalement à ta question, le fait d'avoir un background en storytelling et pouvoir mettre les choses en images a vraiment servi à faire le lien et arriver subtilement à imposer la marque. Tu vois, à faire des gros partenariats comme on a fait avec Bouygues Télécom pour être dans toutes leurs box. Même chose chez Orange. Ça aurait été difficile si on nous avait perçu comme, tu vois, un service excluant, tout à fait communautaire. Ça n'aurait pas été possible. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, donc AfroStream, c'est terminé? Ouais, AfroStream s'est terminé il y a 2 ans, en fin 2017. Principalement parce qu'on a raté le coche de notre seconde levée de fonds. Donc, notre première levée de fonds en seed a été de 4 millions de dollars, ce qui est une belle somme pour une start-up en seed, mais qui suffit pas. Ce qui est très peu pour faire un média international. Il faut savoir que c'est un domaine dans lequel il y a peu d'investisseurs privés qui soutiennent cette industrie. Ce sont souvent des gens qui sont déjà dans l'industrie qui investissent. Et le fait qu'on soit sur une niche qui était le contenu afro, avec aussi des velléités de s'étendre sur le continent africain, limitait le nombre d'investisseurs qu'on pouvait avoir, parce que tu as des investisseurs qui tout simplement ne couvrent pas la zone Afrique, des investisseurs qui ne font pas de médias. Alors on a eu la chance d'avoir de très beaux investisseurs. On avait Y Combinator, on avait
les studios américains Warner Bros, Comcast, Orange, M6. Et lorsqu'on a voulu faire une levée de fonds de 10 millions pour nous permettre d'accélérer notre développement, à la dernière minute, l'un des investisseurs qui devait mettre 5 millions nous a planté. Et on était dans un cycle où ça faisait déjà presque 1 an que j'étais en tournée un peu partout aux États-Unis et en Europe pour lever des fonds. Notre trésorerie était déjà à la limite et je pouvais pas me permettre de mettre la stabilité de la boîte en jeu plus longtemps et même la sécurité financière de mes employés en jeu. Donc c'était plus sain d'essayer de trouver un repreneur. Et quand on a vu qu'il n'y avait pas de repreneur sérieux, on a eu des offres mais qui n'étaient pas vraiment sérieuses. En tant que dirigeant de la société, c'était ma responsabilité de prendre la décision de fermer, et c'est ce que j'ai fait. Beaucoup de gens pourraient se dire, rétrospectivement, ce qu'on fait tous, évidemment, genre c'est hyper dur, genre c'est un challenge gigantesque. Tu veux aller concurrencer Netflix sur le sujet du divertissement. Si tu t'intéresses un tant soit peu au sujet, tu te rends vite compte que ça coûte très très cher d'acheter des contenus, que en plus c'est des trucs, c'est des contrats qui sont des diffusions de 1 an, c'est hyper compliqué. À quel moment tu t'es dit ouais c'est une bonne idée, on va faire ça? Faut être un peu fou. Je me dis toujours que c'est une bonne idée. Alors l'important c'est pas tellement l'idée, c'est l'exécution, et l'exécution évolue en fonction des années et des contextes. Il faut savoir que quand j'ai initié le projet AfroStream, Netflix existait bien évidemment aux États-Unis, sous sa forme actuelle, c'est-à-dire de streaming, mais n'était pas encore lancé en France. Au moment où j'ai lancé AfroStream, c'était 1 an après que Netflix soit installé en France. Donc j'ai initié l'idée, j'ai construit ma communauté, j'ai levé des fonds, tout ça a mis du temps, mais tout ça pour dire que le jour du lancement d'AfroStream en France, Netflix n'était installé que depuis 1 an, et l'idée même de payer un abonnement mensuel pour regarder du contenu en ligne était toute nouvelle. Je me rappelle, en 2014, les gens associaient le mot streaming à illégal, ou même gratuit. C'est que on commence juste à concevoir l'idée de payer du contenu légal. Et donc il y a une question de timing qui était importante, mais est-ce que je pense que des gens partout dans le monde ont envie de regarder notamment du contenu qui leur ressemble, qui les inspire, qui s'inspire de leur culture? Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui auront accès à des plateformes digitales, accès à l'internet, et qui auront l'envie de se divertir avec ce contenu. J'en suis persuadé. Est-ce que la meilleure façon de le faire, c'est de construire sa propre plateforme ou de produire du contenu et diffuser sur les autres plateformes? Ça, c'est quelque chose qui reste à définir. Le fait que ce business n'avait pas vocation à être profitable dans les premières années, est-ce que je le savais? Bien sûr. Ouais, tu savais déjà dans quoi tu t'embarquais. Aucun média, même traditionnel, n'est rentable avant ces 3 premières années. Donc là, faire un média premium qui vise notamment des populations plutôt modestes, aux moyens limités, sur un usage qui est complètement nouveau, donc le streaming payant, bien sûr que c'était risqué. Ah ouais. Mais dit comme ça, ouais, encore plus. Du coup, ce qui était impressionnant, c'est l'exécution. C'est comment on a réussi à exécuter, comment on a réussi à convertir des prospects en abonnés. Ouais, parce qu'en fait, vous avez donc lancé une page Facebook. Oui. Juste une page Facebook. C'est vraiment l'exemple type de ce qu'on dit aux gens de faire sur coup d'état, quoi. Donc, page Facebook, 60 000 fans. Ouais. Vous vous posez la question de lever des fonds, ça marche pas. Et puis ensuite, ce que vous faites, c'est que du coup, vous demandez aux fans de payer des pré-abonnements à l'année pour valider qu'il y a un intérêt du marché. Et ensuite, vous levez des fonds. Ouais. Toute cette phase-là, t'as pas un énorme syndrome de l'imposteur? Non, alors
Cette phase-là, celle que je viens de décrire, a duré 1 an et demi. Donc ça, c'est long. Ah ouais. Et heureusement que j'avais travaillé avant et que j'avais mon chômage. Merci la France. Merci les cotisations que j'ai. Jamais la fin de la France, je sais pas, mais j'avais cotisé Merci pour. le système. Ouais. On tape beaucoup dessus, mais il y a quand même des bons trucs. Et notamment, je me suis formé pendant tout ça. J'ai fait Coup d'État, la version originale de Coup d'État. La légende veut que je sois la première personne à avoir payé pour l'abonnement à Coup d'État à l'époque. Et donc, cette phase a duré 1 an et demi. Et pendant ces 1 an et demi, je construisais quelque chose de tangible. Je construisais une communauté. Je me servais de YouTube et de Facebook pour finalement collecter de la data sur des abonnés potentiels. Quand je mettais la bande-annonce de telle série ou de tel film, combien de likes j'avais, combien de partages j'avais, dans les commentaires, quel type de conversation démarrait. Et donc ça m'aidait finalement à me projeter sur quelle est vraiment ma cible. Donc t'as juste nourri un contenu en fait. J'ai créé en fait la proposition de valeur que je promettais. Comme si ça existait déjà. Ah oui. Finalement, quand les gens qui suivaient cette page sur Facebook tombaient sur un de mes posts, ce qu'ils avaient, c'était du divertissement sous la forme d'une bande-annonce, de contenu qu'ils souvent ne connaissaient pas, découvraient grâce à ce post-là, découvraient des héros, des histoires, et donc le sentiment de divertissement, de découverte, de joie qu'AfroStream promettait, c'est une façon finalement de le délivrer très rapidement sans dépenser beaucoup d'argent. Donc pendant 1 an, c'est ce qu'on a construit. On a construit une marque forte, donc ça nous permettait d'avoir pas mal d'articles dans la presse. Sans rien toujours. Pas sans rien, parce que oui, c'est vrai, sans avoir notre propre plateforme. Sans le produit, ouais. Sans le produit. Mais encore une fois, est-ce que le produit, c'est que notre plateforme au final, ou le produit, c'est ce que on donnait déjà à notre communauté? Et quand tu écoutes quelle est ma mission et ce que je livrais à travers Facebook, on est très proche du produit final. Pas dans une version longue, dans une version très courte, mais la promesse est tenue. Donc c'est une question de valeur. C'est une question c'est une question de proposition de valeur. Donc pendant 1 an et demi, on a construit ça. Donc on a eu pas mal d'articles dans la presse, Le Point, Le Monde, tout ça, même de la presse étrangère. Ce qui a attiré des groupes comme TF1. Et donc TF1 m'a contacté pour qu'on fasse un partenariat ensemble. Donc sur l'une de leurs plateformes de VOD qui s'appelle MyTF1, on a créé une rubrique, un corner AfroStream VOD. Donc tout d'un coup, ça m'a donné beaucoup de visibilité de signer ce partenariat avec TF1. Ça a légitimé finalement tout le travail que je faisais comme ça en amont. Je me suis servi de tout ça pour commencer la négociation avec les studios, parce que négocier des contrats pour des films et des séries, ça met à peu près 1 an. Je le savais. Donc tout le temps, je faisais grandir comme ça cette communauté. À côté, je négociais déjà des contrats. Comment tu choisis comment tu construis ta boîte à ce moment-là? Genre tu continues à alimenter sur Facebook en continu et en plus de ça, tu vas aller chercher des contrats chez des studios, etc. Tu délègues, tu fais comment? Pendant longtemps, j'étais seul. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer mon CTO assez tôt dans l'aventure, qui est devenu mon cofondateur, mais ses compétences étaient beaucoup plus techniques que gérer la communauté ou artistique. Donc il a été pendant longtemps en stand-by, travaillant sur un prototype de ce que serait AfroStream. Donc j'étais plutôt solo, mais c'était un très bel apprentissage parce que je gérais le community management. Donc presque en direct, je prenais le pouls finalement de ce que voulait cette communauté.
Et moi, j'essayais de définir ce que j'étais capable de leur apporter, qu'est-ce qui faisait sens par rapport à la mission, par rapport aux valeurs et aussi financièrement. Certains voulaient que je partage des liens de films illégaux sur Facebook et c'était pas dans mon intérêt parce que j'étais en train de construire une marque liée à un service payant. Donc tout ça a été très intéressant. Ces feedbacks que je prenais comme ça en direct me servaient à choisir les films dans le catalogue des studios qui pouvaient faire sens pour cette audience. Donc c'était aussi très intéressant que ce soit moi qui fasse les deux. Et je pense que pour ceux qui sont devenus mes partenaires par la suite, donc les studios, les producteurs, c'était important pour eux d'entendre ma passion. Parce que j'avais pas d'argent à leur apporter. Moi, j'avais négocié des contrats avec des studios sans avoir levé d'argent. Et je devais leur montrer à quel point ce projet était sérieux et que de toute façon, j'allais lever d'argent. J'avais besoin de ces contrats-là justement pour les mettre dans mon business plan et lever des sous en conséquence. J'avais besoin de leur montrer qu'il y avait déjà une communauté qui attendait de voir ces films-là qu'ils ont de toute façon et dont ils faisaient rien du tout. Je crois que si j'avais pas été en contact avec la communauté, j'aurais eu du mal à tenir 1 an et demi et à finalement être à tous ces fronts-là. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas de revenus liés à ton activité pendant 1 an et demi, que même ceux à qui tu veux acheter du contenu finalement te font comprendre que tu n'es pas leur priorité,